Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la réforme de l'arbitrage avec mon invité Emmanuel Perrotte, avocate chez Auguste Debouzy. On parlera ensuite de la responsabilité du fait des produits défectueux avec Sylvie Gala-Jalvis, associée au sein du cabinet Signature Litigation. Et enfin, on parlera de dénigrement de sa direction par mail ou par téléphone avec Fadi Sfer, Off Counsel au sein du cabinet Capstan. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite cette émission. On va parler réforme de l'arbitrage avec mon invité Emmanuel Perrotte, avocate au sein d'Auguste Debouzy. Emmanuel, bonjour. Bonjour Arnaud. Le groupe de travail sur la réforme de l'arbitrage a rendu son rapport en mars dernier. Quel est le contexte de cette remise du rapport au garde des Sceaux ? Eh bien, si on remonte à l'origine du projet, l'impulsion se trouve dans une initiative conjointe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice. En 2023, ces ministères ont lancé une mission de stratégie d'influence par le droit, notamment pour renforcer l'attractivité juridique française et diffuser des conceptions juridiques françaises. Eh bien, Paris étant la capitale mondiale de l'arbitrage et contribuant au rayonnement du droit français à l'international, c'était évidemment une branche du droit dont il fallait se saisir. Donc, au printemps 2023, Éric Dupond-Moretti sollicite des réformes dans le domaine de l'arbitrage. En novembre 2024, le nouveau garde des Sceaux, Didier Migaud, désigne un groupe de travail qui est donc coprésidé par François Ancel, conseiller à la Cour de cassation, et le professeur Thomas Clay. Et le groupe était également composé de 15 autres membres qui étaient des praticiens de l'arbitrage, des universitaires, des magistrats et des représentants des institutions françaises d'arbitrage. Et donc, comme vous l'avez dit, 4 mois plus tard, le 20 mars 2025, le groupe de travail a remis son rapport au ministre en poste, Gérald Darmanin. Et donc, le groupe de travail a remis un rapport, mais également un code de l'arbitrage. Quelle est la structure générale de ce rapport ? C'est 80 pages, 4 angles et 40 propositions. 40 propositions au cours desquelles on sent que le groupe de travail s'est saisi de toute la richesse de notre droit de l'arbitrage pour proposer de le structurer, le modifier, l'ajuster et promouvoir certaines des règles déjà en place. Et au-delà de la structure formelle du rapport, on décèle la volonté du groupe de travail de s'interroger sur les enjeux actuels, puisque à la lecture du rapport, on trouve des mots comme intelligence artificielle, comme compliance et comme enjeux environnementaux. Parmi les 40 propositions, le groupe de travail recommande de créer un code de l'arbitrage. Pourquoi ce code de l'arbitrage ? La remise déjà d'un code de l'arbitrage clé en main de 146 articles, on doit le dire, a été une surprise, je pense, pour la communauté de l'arbitrage. Et au-delà d'une surprise, ça a été une réelle innovation, puisque c'est très éloigné de l'architecture actuelle de notre branche du droit. C'est simple, aujourd'hui, on retrouve des règles d'arbitrage dans près de 20 codes différents et dans plusieurs lois. Donc c'est très éparpillé, et qui dit éparpillé dit parfois incohérence de certaines règles. Le corollaire de ça, c'est 3 problèmes, puisqu'on a un manque de lisibilité, de prévisibilité et d'accessibilité. Déjà, c'est un problème pour les praticiens français de l'arbitrage, dont acte, mais plus encore, l'arbitrage et la force d'un régime d'arbitrage, eh bien, elle passe notamment par sa capacité à rayonner à l'international. Et pour que ça rayonne à l'international, il faut que le corpus de texte soit compris et compréhensible par les confrères étrangers. Donc, pour garantir une vision globale du régime, donc sa lisibilité, sa prévisibilité, et pour faciliter la traduction de notre corpus juridique, donc son accessibilité pour nos confrères étrangères, créer un code est présenté comme plus efficace que le système actuel. Et c'est une proposition qui a été faite par le groupe de travail. Alors, une autre proposition qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle de l'absorption des règles de l'arbitrage interne par les règles de l'arbitrage international. Pouvez-vous nous expliquer ? Alors peut-être répondre en 2 temps.
d'abord rappeler en quelques mots la distinction entre arbitrage interne et international, puis ensuite adresser la proposition du groupe de travail. Donc, en ce qui concerne la distinction entre arbitrage interne et international, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si les auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'arbitrage s'en rappelleront, mais à l'époque de l'affaire Tapie, c'est une question qui avait fait couler beaucoup d'encre. Je ne reviendrai pas sur cette affaire, mais jusqu'ici, le critère départiteur entre arbitrage interne et arbitrage international, c'est, d'après les termes du Code de procédure civile, la mise en cause ou non des intérêts du commerce international. C'est quelque chose qui n'est plus réellement appliqué. Donc, ce que propose le groupe de travail, c'est de substituer ce critère par celui de la notion d'intérêts économiques internationaux, qui est donc plus large, plus neutre et plus adapté aux enjeux actuels. Une fois qu'on a dit ça, donc une fois qu'on a déterminé si le litige était interne ou international, alors le régime adapté s'applique. On a deux régimes différents avec, en l'état, un droit de l'arbitrage international qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible que le régime de l'arbitrage interne. Et le groupe de travail ne propose pas de fusionner les deux régimes, mais plutôt de faire... d'absorber le régime de l'arbitrage interne par l'arbitrage international. Donc cette proposition consisterait à créer un régime commun et l'arbitrage interne serait pour l'essentiel calqué sur le modèle international, donc plus souple et plus libéral, mais quand même assorti de quelques exceptions. Alors un autre apport de ce rapport du groupe de travail, c'est la consécration des principes directeurs du droit de l'arbitrage. Pourquoi ? Alors oui, effectivement, la proposition propose de consacrer 19 principes directeurs. Les principes directeurs, peut-être on va le rappeler, ce sont un ensemble de règles qui concourent au respect des garanties fondamentales d'une bonne justice. Aujourd'hui, ça existe dans plusieurs branches du droit. Et si on voit que la pratique a fait émerger un certain nombre de principes directeurs en arbitrage, ils ne sont consacrés formellement nulle part. Et le professeur Jérémy Jourdan-Marquès, qui est un membre du groupe de travail, qualifiait cette proposition de pilier d'une future réforme. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ces principes servent de boussole à la procédure d'arbitrage à la française. Et cette boussole, elle invite à respecter quoi ? Eh bien, l'indépendance et l'impartialité des tribunaux arbitraux, le respect du contradictoire, l'égalité des parties, la confidentialité. Par exemple. Et j'aimerais me focaliser sur un sujet qui a attiré mon attention à la lecture du rapport parce qu'il en dit beaucoup de la philosophie du travail, du groupe de travail. C'est celui de la consécration, sous le projet d'article 19 de ce code de l'arbitrage, d'une règle qui fait la singularité de l'arbitrage à la française. Donc c'est une règle qui... ensuite a été reprise par plusieurs ordres juridiques internationaux, mais c'est la possibilité de donner effet en France à une sentence qui aurait été annulée à l'international. Et intégrer cette règle au sein d'un code et l'ériger au rang de principe directeur, eh bien c'est réitérer la singularité de l'arbitrage français et sa vision délocalisée. Alors, on vient de voir les différentes propositions du rapport. Quelles pourraient être les suites de ce rapport ? Eh bien, en juriste pragmatique que je suis, je ne m'essaierai à aucune prévision. Mais ceci étant dit, on peut s'accorder sur un point, c'est que le groupe de travail a proposé une réforme ambitieuse. Il a effectué un travail qu'à titre personnel, je souhaiterais saluer. Pour autant, on relève qu'à la lecture du rapport, déjà, le groupe de travail n'adhère pas de façon unanime à l'ensemble des propositions. Et plus encore, ça fait 4 jours qu'il a été publié et on voit déjà qu'il suscite des réactions diverses, variées, parfois passionnées. Le président du tribunal des activités économiques, donc Patrick Sayer, a indiqué par un tweet ou un post LinkedIn, je ne sais plus, que l'une des préconisations le surprenait. La CCI France, donc la Chambre de commerce internationale, a publié également un post LinkedIn au sein duquel elle a également exprimé sa réticence à l'idée même d'une réforme de l'arbitrage. Et elle a annoncé d'ailleurs 4 réunions spéciales de sa commission d'arbitrage.
J'ai aussi vu passer un article qui évoque un projet de réforme qui, je cite l'article, déchire la place de Paris et qui critique un travail mené trop rapidement. On voit que ce rapport suscite de la controverse. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuelle Perrotte. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Auguste de Bouzy. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux. On poursuit l'émission, on va parler de la directive sur la responsabilité des produits défectueux avec mon invitée Sylvie Galage-Alvis, associée au sein du cabinet Signature Litigation. Sylvie, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons faire le point sur la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui date du 23 octobre 2024, publiée en 18 novembre au Journal officiel de l'Union européenne. Mais tout d'abord, pourquoi il était nécessaire d'adapter la directive de 85 sur la responsabilité du fait des produits défectueux ? Vous le rappelez vous-même, Arnaud, 1985. Donc ça fait 40 ans. Alors j'ai un petit peu plus de 40 ans, donc je ne vais pas dire que c'est une directive qui est vieille, mais il fallait quand même un certain nombre d'évolutions, surtout que vous avez pu le remarquer, les produits ont changé en 40 ans. Bien sûr. Si on regarde des exemples très basiques, on est passé pour écouter de la musique de la cassette au CD, aujourd'hui à la musique en ligne. Quand on parle de téléphone, on avait tous un téléphone fixe chez soi. Aujourd'hui, on a tous les membres de la famille ont leur propre petit ordinateur portable à l'oreille. Donc, il y a eu un changement radical de la connectivité, de la technologie associée à ces produits, mais aussi du type de vente. Vous avez avant, classiquement, la vente en magasin. Aujourd'hui, la vente en ligne, depuis même quelques années, explose. Donc, vous avez des modes de vente différents. Et vous avez aussi des interactions entre produits désormais. La connectivité n'est pas que dans un produit, elle l'est aussi dans sa façon dont il s'associe à d'autres produits. Et donc il y a des termes qui se sont démocratisés, termes logiciels, termes services annexes. Par exemple, le service annexe, c'est la possibilité d'être géolocalisé via son produit, d'avoir le trafic en direct, d'avoir sa santé monitorée. Tous ces termes-là nécessitaient une définition claire. Il fallait savoir si c'était inclus ou pas dans la définition de produit. La nouvelle directive vient clarifier tout ça et étend donc la définition de ce qu'est un produit et comment l'appréhender. Alors justement, on va s'intéresser à cette nouvelle directive. Quels sont les apports de cette directive, les principaux changements ? Alors, outre le fait qu'elle étend et clarifie surtout ce qu'est un produit, cette directive vient essayer d'apporter un peu plus de sécurité aux produits qui sont mis sur le marché dans l'Union européenne. On est déjà avec un arsenal législatif très complexe, avec énormément de directives en amont. Comment doivent être fabriqués les produits. Cette directive-là vient essayer de s'assurer que la sécurité, elle est aussi reconnue en aval, une fois que potentiellement il y a un problème. Et par exemple, on est passé d'une poignée de critères de ce qu'est un produit défectueux à plus de 9 critères de qu'est-ce qu'est un produit défectueux. Et on va regarder des choses comme par exemple la présentation du produit. Son étiquetage, s'il n'est pas conforme, va pouvoir demain équivaloir à un produit défectueux. D'accord. Est-ce que on va regarder pour savoir si l'utilisation est raisonnablement prévisible du produit. Alors, les juristes vont s'amuser. Qu'est-ce qu'une utilisation raisonnablement prévisible d'un produit ? On va voir ça. Et il y a aussi, on va regarder d'autres exigences en matière de sécurité du produit, comme par exemple la cybersécurité associée au produit. D'accord. Donc on est déjà dans un changement de paradigme avec une volonté de rendre tout ça plus sécuritaire. Un autre changement majeur, c'est qu'il y a une recherche pour avoir toujours quelqu'un de responsable. Un fabricant qui est situé à l'extérieur de l'Union européenne, il va y avoir tout un mécanisme pour désigner, phase après phase, qui doit être responsable au sein de l'Union européenne pour le consommateur, afin qu'il ne se retrouve pas sans recours possible, D'accord. en particulier s'il vendait en ligne. On va s'intéresser peut-être aux risques pour les fabricants face à ce nouveau cadre juridique. Quels sont les risques pour les fabricants européens face à ces nouvelles règles ? Alors le risque, c'est que leur responsabilité va être reconnue de manière très probable.
Tout simplement parce que la directive introduit des nouveaux concepts de procédure inconnus jusqu'ici, qui vont nous donner beaucoup de travail. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a notamment l'obligation de divulgation. D'accord. On se retrouve avec un système quasiment de discovery à l'américaine, où à partir du moment où un demandeur va avoir un recours contre un fabricant et va pouvoir démontrer qu'il y a un côté raisonnable à ce recours, il va y avoir une obligation de divulgation de documents de la part du fabricant. D'accord. Et donc c'est une discovery, je dirais même c'est pire, parce qu'en plus il y a 2 critères, c'est-à-dire que la divulgation doit se faire de manière accessible, facilement accessible et compréhensible. Donc on ne va pas pouvoir juste envoyer des cartons de documents si on va dans le cliché, il va falloir les expliquer, avoir des mémos, avoir quelque chose qui rend l'information accessible et compréhensible. L'autre gros danger, c'est le fait que le juge pourra décider si le dossier est excessivement complexe, je cite, eh bien qu'il y aura une présomption de défaut, de lien de causalité et de préjudice. Alors c'est quoi un dossier excessivement complexe ? Je vous le demande, et surtout excessivement complexe pour qui ? Pour le juge, pour un expert désigné par le juge, pour les demandeurs, pour le commun des mortels qui n'est pas ingénieur, par exemple, ou médecin pour comprendre un produit, par exemple, pharmaceutique. Je ne sais pas. Et donc là aussi, la crainte qui existe pour les fabricants, c'est d'être condamnés, quoi qu'il arrive, parce qu'un dossier produit est par nature complexe. D'accord. Alors, avec ce nouvel arsenal juridique, est-ce que l'Europe peut devenir une juridiction privilégiée pour les demandes dans le cadre de litiges internationaux ? Je pense que oui. L'Europe ne l'était pas jusqu'ici parce que le montant des dommages-intérêts n'a jamais été aussi élevé que ce qui peut exister, par exemple, outre-Atlantique. Donc c'est vrai qu'il y avait toujours cette tendance à commencer outre-Atlantique pour ensuite venir en Europe. Ce que je vous expliquais sur la divulgation des documents, si la sanction, si jamais on ne divulgue pas les documents, qu'on est de façon accessible et compréhensible, c'est qu'il y a une présomption de défaut du produit. Donc entre cette présomption qui peut exister, donc vous avez donné tous vos documents, vous êtes quand même condamné. Vous avez donné tous vos documents, mais le dossier est jugé excessivement complexe, vous êtes quand même condamné. Vous aurez, à mon avis, plus de facilité à avoir une condamnation de l'entreprise en Europe, avec en plus, je pense, un forum shopping entre les différentes juridictions européennes. D'accord. On va débattre qu'est-ce que c'est excessivement complexe. J'imagine que chaque juridiction risque d'avoir quelque chose d'un peu différent. D'accord. Du coup, avoir des juridictions européennes qui reconnaissent la responsabilité d'un fabricant, alors même qu'on a divulgué des informations, alors même qu'on a essayé de se défendre, va être beaucoup plus simple en Europe que ça ne l'est. Je compare toujours à l'outre-Atlantique parce que ça commence très souvent aux États-Unis, au Canada, que ça ne va l'être là-bas. Et ils vont avoir un précédent européen qui va leur permettre de l'autre côté d'avoir moins d'efforts, entre guillemets, pour avoir une condamnation similaire là-bas. Alors peut-être pour terminer, vous avez souligné les contraintes juridiques qui vont peser sur les fabricants. Comment ces fabricants doivent-ils se préparer justement à l'application de la directive pour répondre à ces obligations ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelques défenses qui existent et qui continueront à exister. Par exemple, la défense du risque de développement. Quand j'ai mis mon produit sur le marché, est-ce que je pouvais avoir une connaissance scientifique et technique d'un potentiel défaut à l'avenir ? Donc il faut extrêmement bien documenter toutes les recherches, tout ce sur quoi le produit est conçu à l'époque de sa conception et de sa mise sur le marché pour garder cette défense-là. Il y a aussi une autre défense qui a été introduite, qui est le fait que ce n'est pas parce que vous avez mis à jour des logiciels, parce que vous améliorez votre produit, qu'il y a forcément un défaut de votre produit antérieurement. Donc ça, c'est une bonne chose. Comment se préparer ? C'est surtout pour les entreprises qui n'ont pas l'habitude d'un processus de discovery ou de disclosure en Angleterre. C'est vraiment de garder absolument tous ces documents, d'avoir une politique interne de ce fait, pas de disparition d'emails tous les 3 mois pour alléger les serveurs, etc. C'est vraiment une mise en place d'un process interne pour se préparer à ce type de nouveaux litiges. On va conclure là-dessus. Merci Sylvie Gala-Jalvis. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Signature Litigation. Merci à vous. Tout de suite, l'émission se poursuit. On va parler de dénigrement de la direction par mail ou par téléphone.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler dénigrement de la direction par mail ou par téléphone avec mon invité Fadi Sfer, Off Counsel au sein du cabinet Capstan. Fadi Sfer, bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que le salarié peut-il être licencié pour un échange privé de messages depuis son téléphone portable professionnel lorsqu'il dénigre son employeur dans les 10 messages? Je vais vous répondre tout de suite, Arnaud. La réponse est oui. Alors peut-être que vous m'objecterez qu'il y a quand même un principe de respect de la vie privée. Bien sûr. Et que le salarié a le droit de dire ce qu'il veut. Après tout, c'est sa vie privée, c'est ses messages, c'est personnel. Et la réponse, elle a été donnée par le juge. En réalité, lorsque vous utilisez un appareil qui est professionnel, un système informatique qui est professionnel, ça signifie que tout ce qui s'y trouve est présumé être de nature professionnelle. Et donc, du coup, l'employeur peut librement y avoir accès. Alors, on a d'ailleurs une illustration de là-dessus sur un arrêt qui est assez récent, où on avait un salarié qui avait écrit un petit courrier de dénigrement de son employeur qu'il s'apprêtait à envoyer aux organismes sociaux, et il a été licencié. Et le juge nous a dit, non, c'est un élément qui est de nature professionnelle, donc du coup, je peux y avoir accès, je peux le regarder. D'accord. Et malgré tout, il n'y a pas une certaine liberté d'expression? Comment c'est encadré? Alors, oui, il y a aussi une liberté d'expression. Et comme partout, il faut mettre en balance la liberté d'expression, le droit au respect de la vie privée, le droit légitime pour l'employeur aussi d'avoir accès à des données qui sont normalement professionnelles. Il faut mettre en balance tout ça. Et donc la liberté d'expression, ça signifie également qu'il ne peut pas y avoir d'abus. La liberté d'expression ne peut pas dégénérer en abus. Et donc du coup, le juge va s'attacher à regarder, lorsqu'on a un propos dénigrant, est-ce que ce dénigrement justifie ou non un licenciement? Ça va dépendre évidemment de ce qu'on dit. Si on a une critique qui est mesurée, on dit, je pense que le patron ou la patronne, il aurait pu faire plus comme ci, plus comme ça, ça justifie pas un licenciement. D'accord. Et on va aussi regarder le public. Alors ça ne veut pas dire pour autant que si on écrit à une personne, ça ne justifie pas le licenciement parce que c'est qu'une personne. On a un arrêt très récent sur un propos homophobe. Et là, pour le coup, c'était un échange qui était assez fermé. Et le juge a quand même considéré que ça justifiait un licenciement. Mais plus le public est large, plus la tolérance sur la liberté d'expression va être faible. Ce qui est assez logique. Après tout, c'est du bon sens. Alors, il y a la question de l'accès de l'employeur à ces messages. Comment fait-il pour accéder au téléphone portable du salarié? Alors, pour le téléphone portable, évidemment, on a une difficulté c'est le salarié qui l'a. En général, en pratique, ce qui se passe, c'est que lorsque le salarié rend le téléphone portable au terme du contrat de travail, certains de nos clients ont le réflexe de regarder un peu les échanges, le contenu, etc. Et on découvre parfois des choses. Ça, c'est pour le téléphone. Pour ce qui est de l'outil informatique, l'administrateur réseau, il a accès à tout, en réalité. Y compris ce qui est marqué comme étant personnel d'ailleurs, même si on ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'un contentieux. Alors justement, vous évoquez le dossier personnel ou l'échange dit privé. Concrètement, c'est quoi les critères pour définir ce qui est privé du professionnel? Alors c'est très simple. Lorsque vous utilisez l'outil informatique de votre employeur, vous pouvez créer un dossier qui est marqué comme étant personnel. Vous pouvez créer un email où vous marquez personnel dans l'objet. Et là, l'employeur ne peut pas y avoir accès, ou en tout cas ne peut pas l'utiliser au soutien d'une procédure de licenciement, par exemple. Encore une fois, l'administrateur réseau, lui, il y aura accès, mais pour des raisons de sécurité réseau, pas pour des raisons de gestion de la relation de travail, vous voyez. Là, lorsque c'est marqué comme étant personnel, il faut vraiment être dans des circonstances très particulières pour qu'on puisse y avoir accès. En règle générale, on n'y aura pas accès. Il y a cette hypothèse-là, et l'autre hypothèse où on a un échange qui est évidemment de nature personnelle. On a l'exemple d'une correspondance intime, où là, c'est évident, quand on lit l'échange, que c'est personnel. Ça ne veut pas dire pour autant que le salarié peut se dire « Ah bah, chat perché, je mets tout comme étant personnel, et puis hop, c'est bon, je suis protégé. » Non. Là, pour le coup, l'employeur pourra demander au juge d'avoir accès au dossier comme étant personnel s'il démontre que c'est assez évident qu'en fait, ce n'est pas personnel. C'est plutôt rare, hein, on ne va pas se cacher, mais c'est une possibilité. Donc, n'abusons pas non plus de la mention personnelle. Alors, on va s'intéresser au pouvoir de contrôle, de surveillance de l'employeur. Concrètement, quel degré de surveillance peut avoir l'employeur sur les échanges, que ce soit par mail ou par téléphone? Alors, c'est une très bonne question.
Ça ne veut pas dire le droit de l'employeur d'accéder à des dossiers qui sont notés personnels ne veut pas dire pour autant professionnel plutôt, ne veut pas dire pour autant qu'on a un droit absolu à tout regarder tout le temps, à tout monitorer. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit d'abord, premièrement, informer le salarié au préalable du moyen de contrôle que l'on exerce. Et ça, en général, c'est fait par le biais de la charte informatique ou du règlement intérieur. C'est prévu quand même assez fréquemment. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, ce contrôle doit être proportionné. Ça signifie donc pas de surveillance systématique, mais pour autant, on peut très bien, par échantillonnage, aller regarder dans la boîte mail, y compris lorsque le collaborateur a quitté l'entreprise d'ailleurs. D'accord. Et c'est souvent quand il quitte l'entreprise qu'on découvre les messages. Exactement, c'est quand il quitte l'entreprise qu'on va s'intéresser à la question. Alors, dans un cadre contentieux, ça va souvent être ça. Après, il peut arriver, par exemple, qu'un salarié soit en arrêt maladie, qu'on ait besoin d'accéder à sa boîte email pour des raisons purement professionnelles et qu'à cette occasion-là, on découvre des messages qui peuvent justifier éventuellement une procédure de licenciement. Alors, il y a un autre point aussi qui est assez fréquent, c'est l'utilisation des réseaux sociaux où certains salariés peuvent être amenés à déraper. Comment ça se passe concrètement? Comment l'employeur peut contrôler les réseaux sociaux et quel type de messages peuvent aboutir à une sanction? Alors là, c'est plus délicat parce que ce n'est plus un outil de nature professionnelle. Donc du coup, comme ce n'est plus un outil de nature professionnelle, moi, employeur, je peux aller sur LinkedIn et je regarde et je vois, quand c'est public, je vois un dénigrement, un propos qui ne va pas, etc. Et là, pour le coup, on va se poser la question de savoir si ça relève ou pas de la vie privée du salarié. Mais même si ça relève de la vie privée du salarié et qu'on peut démontrer un trouble objectif dans le comportement du salarié, là, on peut envisager une sanction. Ça va dépendre si on est sur un dénigrement pur et simple, là, ça paraît assez évident, ou si on est sur un propos, par exemple, sur LinkedIn, qui peut nuire à l'entreprise, mais qui pour autant ne fait pas lien avec l'entreprise. Mais le salarié est identifié comme appartenant à l'entreprise. Là, on peut avoir une difficulté. Donc ça peut quand même atteindre la réputation de l'entreprise. Exactement. Par le biais du salarié. Voilà, parce qu'il y a marqué qu'il travaille pour telle ou telle entreprise et il prend position dans le débat public sur un sujet qui n'est pas forcément lié à l'entreprise, mais qui ne correspond pas à l'image qu'elle veut renvoyer. Là, ça va être quand même assez délicat comme licenciement, mais ça peut s'envisager. Et il y a une deuxième hypothèse qui est un échange qui est privé. J'ai fait un post sur Facebook, sur mon mur qui est privé. Il y a 200 personnes qui y ont accès, par exemple. Il y a un arrêt assez célèbre là-dessus. 200 personnes y ont accès et j'ai fait un post sur le mur privé. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que l'employeur a l'information? Bien sûr. Alors là, l'arrêt auquel je pense, ce qui s'est passé, c'est qu'un des collaborateurs d'entreprise était ami sur Facebook avec le salarié en question et a transféré l'information à l'employeur. D'accord. Elle est venue à lui. Il n'y a pas eu de procédé déloyal de preuve, je ne me suis pas introduit dans le Facebook, non. L'information est venue à moi. Donc là, la preuve est recevable, il n'y a pas de difficulté. Et après, on va se poser la question de savoir si on a un dénigrement qui est encore une fois sur un public assez limité, si on parle... On peut faire l'équivalence avec un dîner en ville. Si vous parlez avec 3-4 amis un soir et vous dites mon patron il est comme ci, il est comme ça, on va vous dire c'est la vie privée, c'est la liberté d'expression. Quand on est à 200 amis, enfin amis entre guillemets, sur Facebook, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Voilà, exactement. C'est ça la règle qui a été dégagée par le juge. D'accord. Donc, il faut avoir un peu conscience justement de cet environnement quand on se laisse aller à certaines phrases sur son employeur. Exactement. Il faut être conscient de son propos, y compris sur Twitter, sur Facebook. Vous savez, on dit souvent il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est pareil pour son piano de téléphone, pour son clavier de téléphone. On va conclure là-dessus. Merci Fadi Sfer d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes off counsel au sein du cabinet Capstan. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.